Bienvenue sur AstroRoche. Je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Après avoir, dans le précédent épisode, évoqué la coopération spatiale internationale AIDA, nous allons maintenant faire un point plus complet sur la mission DART. Alors, ce n'est plus de la science-fiction. Patrick, on tape dans un astéroïde ? Absolument. En fait, DART, c'est donc la composante américaine développée par la NASA et le laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins, du projet AIDA, qui consiste donc en DART de la NASA et ERA de l'Agence spatiale européenne, qui sera l'objet du prochain podcast. Et DART est effectivement le projectile qui va taper à trop de vitesse sur un astéroïde pour le dévier de sa trajectoire. Alors en fait, pour être un petit peu plus précis, DART est une sonde qui fera 580 kg à l'arrivée sur l'astéroïde et qui, munie d'une caméra appelée Draco, doit détecter l'astéroïde et se repérer par elle-même avec un logiciel de navigation intelligente, tandis qu'elle ne verra l'astéroïde que quelques heures avant l'impact. D'abord, elle verra sa lumière assez longtemps avant, mais elle commencera à identifier sa forme, même bien moins que ça, 1 heure avant l'impact. C'est un tour de force. Donc, c'est disons, une démonstration technologique, puisque DART est donc parti le 24 novembre 2021 pour se rendre sur Didymos et arriver pour faire l'impact le 26 septembre 2022, alors que Didymos est à sa distance la plus proche de la Terre, 11 millions de kilomètres. Et tout ça retransmis en direct sur les plateformes vidéo ? Voilà, au moment de l'impact, l'idée c'est de transmettre en direct les images fournies par la caméra Draco, qui s'approche petit à petit de l'astéroïde double. On voit d'abord Didymos, le plus gros, 800 mètres de diamètre, un peu plus loin Dimorphos, 150 mètres de diamètre, et c'est sur Dimorphos qu'on veut taper avec DART pour modifier sa trajectoire autour de Didymos et réduire sa période orbitale qui est initialement de 11h55 minutes. Alors elle est lancée 10 mois avant l'impact depuis la station de l'US Air Force de Vandenberg, donc en 2021, et elle a un trajet de 10 mois jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin l'astéroïde double. Et c'est à partir de 4 heures avant l'impact que la navigation autonome se met en route. C'est-à-dire qu'à partir de là, même si les équipes d'opération peuvent éventuellement faire quelques ajustements, on est en autonomie et la sonde doit pouvoir distinguer, lorsqu'elle s'approche d'Didymos de Dimorphos, et caler sa trajectoire sur Dimorphos pour le taper. Le plus petit des deux objets. C'est ça. 2 semaines avant l'impact, elle va déployer un CubeSat italien, donc c'est un mini-satellite qui est autonome et qui va devoir survoler Dimorphos quelques minutes après l'impact de DART pour nous offrir les premières images après impact, les premières minutes après impact pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça aussi, c'était une première à si haute vitesse, déployer un CubeSat qui doit survoler l'astéroïde 2 semaines plus tard, quelques minutes après l'impact. Donc ça, c'était extraordinaire parce qu'il y a un suspense quelque part. C'est la première fois qu'on dévie un astéroïde, il y a un côté science-fiction. Effectivement. Et j'avais la chance avec toute l'équipe d'être au laboratoire de physique appliquée, là où il y a le centre d'opération de la mission, pour observer, d'ailleurs avec le public, qui pouvait voir en direct sur dans YouTube. Le monde entier. Moi, je l'ai vu sur YouTube. On était déjà le 27, puisque c'était 1h14, 27 secondes. C'est ça. Et c'était 19h14 aux États-Unis. Donc, on était tous là. On était un millier dans la salle à regarder, puisque quand c'est autonome, il n'y a plus rien à faire qu'à découvrir avec un petit peu de stress, parce qu'est-ce que ça va marcher ou pas. Et petit à petit, on a commencé à voir les vraies images de Didymos et de Dimorphos, sachant que pour nous, c'était la première fois qu'on voyait en vrai ce qui était au départ uniquement un modèle mathématique de forme de ces objets. Oui, ça devait être une toupie et finalement, Didymos. Alors Didymos commençait à ressembler, donc le corps principal, une toupie, mais pas vraiment. C'était un corps assez rond, pas clair, mais surtout Dimorphos petit à petit apparaissait. Et là, on voit un corps qui a une forme un peu comme un citron, mais rempli de rochers à la surface. Et je me souviens encore des cris qu'on a poussés
petit à petit quand la sonde s'approchait jusqu'à ce que la dernière image n'arrive même pas en entier puisque la sonde a explosé avant de pouvoir transmettre ces dernières images. C'était la preuve ultime. Voilà, et c'était des moments absolument émouvants que je souhaite à tout le monde de vivre parce que on passe du stade où on a un modèle dans la tête et on a la réalité qui se révèle à nous. On est vraiment des explorateurs à la découverte de nouveaux mondes qui sont à des millions de kilomètres de nous. Et c'est des moments de communion en plus incroyables parce qu'il y a toute l'équipe qui a fait tant d'efforts pour en arriver là. On est tous ensemble à ce moment-là. Je me souviens des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui étaient devant les images, devant l'écran et qui commentaient ce qu'ils voyaient en disant « Mais attends, mais c'est pas du tout ce qu'on avait dit, etc. » Enfin, il y a une excitation absolument incroyable et ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, grâce à ça, on a donc réussi cette première partie. Quelques minutes après, nous recevions déjà les premières données d'observation depuis la Terre, puisque ce qui a été vraiment magnifique, c'est qu'on a eu une campagne d'observation internationale dans le monde entier. Des télescopes ont observé des gens qui ne se connaissaient pas. On en avait au Kenya, à La Réunion, en Antarctique, le télescope ASTEP de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Oui. On avait aux États-Unis, bien sûr. Enfin, sur tous les continents, on avait des télescopes qui ont observé et qui ont communiqué les données. Et le Hubble et le James Webb également. Depuis l'espace, absolument. C'est la première fois d'ailleurs que les deux télescopes spatiaux pointaient sur un même objet. Et même la sonde Lucie, dédiée aux astéroïdes troyens, a fourni des observations de cet événement historique, puisque c'est le premier test de déviation qui était mené. Et quand on a vu les premières données, on a eu des images d'un télescope qui s'appelle Atlas, qui nous montrait en fait l'élévation de la luminosité du système dû à l'impact, parce que l'impact a généré tellement de poussière, cette poussière étant très réfléchissante que ça a augmenté la luminosité, mais surtout on a vu se détacher une grande nuage de poussière, et là je dois dire que je me suis dit, oh là, on a explosé Dimorphos. J'ai vraiment cru qu'on avait fait des dégâts au-delà de ce que je pensais. Heureusement, quelques heures plus tard, on avait des données qui montraient qu'on avait toujours un corps qui tournait autour de Didymos, donc Dimorphos était encore là. Ouf. Ça nous a rassuré. Et puis, quelques jours plus tard, on a commencé à mesurer la différence de durée que mettait Dimorphos pour tourner autour de Didymos. Si à l'origine, Dimorphos tournait en 11h55 minutes, en fait, l'impact a réduit cette période orbitale de 33 minutes. Alors, il faut savoir qu'au minimum, on s'attendait à ce que l'impact dévie la trajectoire de telle sorte que la durée se réduise de quelques minutes. 33 minutes, ça faisait partie des possibilités si on avait bien dévié. Donc, c'était pas une surprise en le disant comme ça, mais c'était quand même un heureux résultat parce que c'était au-delà du minimum qu'on pensait pouvoir obtenir. Donc, on sait qu'on a fait quelque chose d'assez magnifique, d'assez extraordinaire. Et donc, il y a eu tout ça. Et en plus, Hubble nous a montré dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, qu'en réalité, on a émis tellement de poussière. Et les poussières centimétriques sont poussées par le vent solaire, ce qu'on appelle la pression de radiation solaire. Et en fait, on a créé une queue qui s'étale sur des dizaines de milliers de kilomètres. Un magnifique spectacle, par ailleurs. Ah, mais c'est un magnifique spectacle. Et d'ailleurs, on s'est dit, on a créé une comète, parce que ça ressemble vraiment à une comète. Oui. Avec cette queue qui s'étale au loin. Et d'ailleurs, elle a tenu très longtemps. Je crois même qu'on continue à la voir un petit peu. Donc, même 2 ans après, artificielle, la première jamais. C'est ça. Et d'ailleurs, une partie de ces particules sont mises sur des trajectoires autour du Soleil. Et une étude a montré récemment que certaines pourraient retomber sur Mars. Alors bien sûr, on parle de particules toutes petites, même quelques-unes peut-être sur la Terre, mais ça serait des étoiles filantes que l'on verrait dans le ciel nocturne sans aucun danger. Et du fait de la faible atmosphère de Mars, il n'y aura pas d'étoiles filantes. Non, probablement pas. Mais bon, on les verra même pas parce que c'est vraiment tout petit. Mais en tout cas, on a créé une certaine, ce qu'on appelle activité autour de Didymos et Dimorphos. On a même, en décembre 2022, donc quelques mois après l'impact, il a été révélé par le télescope Hubble qu'il y avait quelques rochers qui continuaient à s'évacuer lentement. Donc là, on parle plus de particules, mais de rochers, de petits grains. C'est des rochers qui s'évacuaient lentement. Et il se pourrait d'ailleurs qu'il en reste quelques-uns autour de Didymos et Dimorphos mis sur des orbites stables, ce qui va donc devoir nécessiter une arrivée avec précaution de la sonde Hera dont on parlera prochainement. Donc ça a été magnifique. Et ensuite, on a eu les données de la sonde de LiSaCube, donc du CubeSat italien LiSaCube, qui nous ont montré les quelques minutes après l'impact, et en particulier les premières poussières éjectées émises,
qui ont saturé finalement la caméra tellement il y en avait. Et on voit donc qu'on a produit beaucoup de débris, des millions de tonnes, beaucoup de particules éjectées. Donc, il y a eu une véritable activité autour de ce système pendant un certain temps après l'impact. Et Dimorphos se retrouve éventré ? Alors voilà, la grande question qui reste, c'est quel est le résultat final ? Parce que ce qu'on peut dire de DART, qui en fait un succès magnifique, puisque même Biden l'a indiqué comme l'un des 3 succès de la NASA lorsqu'il a fait son discours pour les vœux de 2023, avec Artemis et le James Webb Telescope. DART était le 3e succès, je ne sais pas dans quel ordre il l'a dit. Donc c'est vraiment le premier test de déviation historique et réussi, puisqu'on a modifié la trajectoire d'un astéroïde, alors pas autour du Soleil parce qu'on ne voulait pas créer un risque supplémentaire, mais autour d'un autre corps, réduit de 33 minutes. On a réussi à taper à 24 000 km/h, puisque la sonde DART 580 kg a tapé à 6,1 km par seconde, ce qui est de l'ordre de 24 000 km/h sur un astéroïde dont on ne connaissait initialement que la taille, de l'ordre de 150 mètres et pas la forme. Donc c'était ça le test, arriver avec un logiciel de navigation autonome et une caméra à taper dans un astéroïde. D'ailleurs, la sonde, elle a explosé, elle n'avait pas d'explosif à l'intérieur. Non, pas besoin. On est au-delà de la vitesse du son, donc même si j'avais balancé un rocher, il aurait explosé aussi. On a déployé un CubeSat avec succès qui a pris des images. Donc voilà, c'est succès total. Et une campagne d'observation depuis la Terre qui a permis de mesurer la différence de période orbitale avant et après. Avec des astronomes enthousiastes. Enthousiastes, certains d'ailleurs amateurs. Donc on a vraiment une science participative qui a été mise en œuvre. Donc c'est vraiment magnifique et je suis vraiment tellement content de ça. Maintenant, la question c'est qu'est devenu Dimorphos ? Puisqu'en fait, pour pouvoir valider la technique, l'extrapoler à d'autres scénarios, il nous faut non seulement les conditions initiales qui sont fournies par DART, taille du projectile, on sait exactement où il a tapé, à quelle vitesse, à quel angle, on a des images avant impact de l'astéroïde, donc on sait exactement où il a tapé, mais il nous faut aussi le résultat final, c'est-à-dire est-ce qu'on a laissé un cratère sur Dimorphos ? Si oui, de quelle taille ? Ou alors a-t-on complètement déformé l'astéroïde parce qu'il était très fragile ? Quelle est la structure interne de cet objet ? Parce que c'est ça qui nous permet d'interpréter ce qui s'est passé. Une éponge ou un agglomérat de roches ne réagit pas de la même manière qu'un corps monolithique. Bien sûr. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on veut valider nos modélisations numériques d'impact, donc nos simulations avec ordinateur. On fait des simulations informatiques de ce phénomène qui doivent donc reproduire le résultat final. Oui. Donc il faut le mesurer pour pouvoir être extrapolé à d'autres scénarios. Pour l'instant, toutes les simulations numériques qu'on a faites ont été validées à l'échelle du laboratoire avec des canons à double étage, notamment je fais ça au Japon avec une collègue, le professeur Akiko Nakamura. Eh bien, on tire sur des cibles de taille centimétrique, quelques centimètres de diamètre, avec des canons qui peuvent d'ailleurs envoyer des projectiles à 6 km par seconde. Et on mesure le résultat, on mesure d'abord les propriétés de la cible qu'on doit rentrer dans nos modèles, puis le résultat, et on doit reproduire le résultat en partant des bonnes conditions initiales et des bonnes propriétés de la cible. À partir de là, on valide, si on y arrive, nos modélisations à l'échelle du laboratoire. Mais on sait que extrapoler ce qu'on comprend à l'échelle centimétrique à plusieurs centaines de mètres de diamètre est loin d'être sûr. Donc il nous fallait un test à la bonne échelle. Et c'est ça l'objectif de DART et donc de Hera, c'est de nous fournir une expérience entièrement documentée qui nous permet de valider les modèles numériques en limitant le nombre de paramètres libres. D'où l'importance d'avoir aussi les propriétés physiques de Dimorphos mesurées, qui sont celles qu'on introduit initialement pour définir la cible dans nos modèles. Donc DART ne nous donne pas cette information. DART nous a simplement donné la certitude qu'on est capable de taper sur un corps à très haute vitesse de façon autonome et de réduire sa période orbitale. Maintenant, il nous faut mesurer l'efficacité de cette déviation, de mesurer ce qui est arrivé à Dimorphos, quel est l'état final et quelles sont ses propriétés. Et ça sera l'objet de notre prochain podcast sur Hera. Mais la première partie est tellement réussie qu'évidemment, maintenant, on a hâte de faire la deuxième partie. Effectivement, Patrick, on se retrouve très rapidement donc pour parler d'Hera.